Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Fructify. Fructify, c'est un Nova News, c'est un Nova Event, on ne sait pas trop. Jonathan n'est pas là, mais Rémi est là avec vous. Et je suis avec un nouvel invité que je voulais présenter aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup, merci Rémi de m'inviter. Stanislas Barthélémy, je travaille chez Blockchain Partner by KPMG. Avant, on était une petite structure qui faisait du conseil, on était une dizaine. Et le grand cabinet de conseil, d'audit et comptable surtout, KPMG nous a racheté. Donc c'est avec plaisir qu'on est à Vivatech aujourd'hui pour montrer ce qu'on est capable de faire. Exactement. Et c'est quoi à la base Blockchain Partner? Est-ce que tu peux nous présenter ça rapidement? Alors en quelques mots, histoire assez longue dans l'écosystème crypto, c'est une petite boîte qui a été créée d'abord par 4 personnes qui sortaient de l'ESCP en 2016, qui après ont fusionné en 2018 avec 2 autres personnes qui avaient un profil technique. Et en somme, on aide les entreprises, institutions et même les petites startups à se faire une conviction et surtout à construire des produits blockchain derrière. Donc autant sur la partie stratégique que la partie technique. D'accord, c'est excellent. Et donc, racheté, maintenant vous êtes tombé dans le giron de KPMG, effectivement, avec des Exactement. moyens peut-être financiers beaucoup plus importants. Avec une expertise de notre côté, et effectivement un support et une connaissance des fonctions métiers aussi de la part de KPMG qui traite d'un peu tout, finance, industrie, etc. Et donc il y a un peu ce mariage de raisons, puisque nous on était un peu limité en taille, et d'ailleurs pour traiter des sujets fiscaux, légaux, etc. Donc c'est bien tombé. Et je veux dire, ça fait 3 mois qu'on y est, et ça se passe plutôt bien. On nous laisse les coups des franches en tout cas pour faire part de nos convictions. C'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous allez pouvoir convaincre les banques de se lancer enfin dans les cryptos pour de vrai? Alors ça, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet. En tout cas, on y met du cœur. On a une vraie conviction en disant qu'en France, on a un cadre légal qui est plutôt positif. Il nous manque, on va dire, le premier acteur bancaire qui va dégainer son offre. Ça commence déjà à arriver. Je pense à Société Générale qui a, pour moi, un peu d'avance. Donc avec la Société Générale Forge, notamment avec Forge, ou le stablecoin en partenariat avec le groupe Casino. Là, je pense qu'il y a un premier pied qui est Tu peux expliquer ça d'ailleurs, c'est intéressant. Rappelle-moi exactement ce que c'est ce stablecoin. Alors l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde blockchain, on ne peut pas transacter avec des monnaies traditionnelles. Donc il faut une représentation de monnaie traditionnelle. Aujourd'hui, le marché stablecoin, c'est principalement du dollar, plus de 99%. Et donc là, on a la première initiative en Europe, on va dire un peu sérieuse, de stablecoin libellés en euros. Ce qui fait que des cas d'usage en Europe pourront se débloquer parce qu'on pourra payer en euros. On ne devra plus utiliser le dollar pour 2 raisons. Une notion de souveraineté. Utiliser du dollar en Europe, c'est pas forcément génial, y compris d'un point de vue juridique avec l'extraterritorialité du droit américain. Et 2, une notion aussi de taux de change, parce que l'euro et le dollar peuvent beaucoup changer. Et donc pour un business européen, c'est plutôt pas mal d'avoir un stablecoin euro. Et qu'est-ce que propose exactement Casino, Société Générale, avec ce stablecoin? Alors pour l'instant, c'est très utilisé par CoinHouse pour faire de l'échange crypto à crypto. Et derrière, il y a Casino qui est en train de construire des cas d'usage, notamment autour de la politique de fidélisation client, où donc ce stablecoin euro pourrait être utilisé pour du cashback, pour l'ordre d'achat, de la fidélité, sur différentes enseignes. Ça, c'est l'avantage du stablecoin, c'est que c'est assez facile de se plugger et de l'accepter. Oui, une autre entreprise peut venir, Leclerc, Intermarché, n'importe qui pourrait venir. Alors peut-être qu'il y a des problèmes de concurrence, ça c'est autre chose. C'est ce que j'allais dire. Techniquement, c'est tout à fait possible. Et ça pourrait être souhaitable. Après, les implications business, là, ça nous dépasse un peu. Est-ce que deux retailers, 2 groupes de retail différents accepteront? Je pense pas au début. Je pense pas au début, mais au début, c'est peut-être des enseignes complémentaires. Dans les galeries marchandes, ce sera peut-être une autre grande marque qui ne fait pas de la concurrence à Casino. Oui, ou LDLC pourrait être par exemple en partenariat avec Casino. Tout à fait, par exemple. Ils sont sur des produits et des services différents. Ce sera à eux de nous révéler ce qu'ils ont en tête, mais on a vu déjà les esquisses de ce qu'ils avaient en tête et je trouve que ça va dans le bon sens. Alors je sais que tu es pas mal sur tout ce qui est NFT et DeFi et sur la chaîne on l'est tous aussi. Tant mieux. Et on a parlé tout à l'heure rapidement sur Vivatech, parce qu'on est en off parfois, on discute un peu avant les interviews, c'est normal. Et on a parlé des NFT, notamment de Sorare, une belle boîte française, et j'ai vu que tu étais un fan absolu, toi aussi. Exactement. Alors je joue à Sorare depuis le début, déjà je suis un fan de football. Donc j'ai été assez facilement convaincu, et quand ça mêle la crypto derrière, je me suis jeté dedans direct. Donc on rappelle que c'est un peu l'univers, vous vous rappelez des cartes Panini, avec les personnages de foot, les stars du foot. Et bien là c'est pareil, mais dans la blockchain, avec une société qui s'appelle Sorare, qui est made in France. Et donc qui fait des cartes de foot en édition limitée. On peut prouver la rareté, si vous voulez, des cartes. Donc on crée 100 Kylian Mbappé et pas une de plus. Et l'intérêt du jeu, c'est pas juste de collectionner les cartes, c'est que derrière, les joueurs dans la vraie vie ont des performances, et quand on est détenteur de la carte, ça reflète la performance du joueur. Ce qui fait qu'après on crée des équipes de 5 cartes, on peut en créer plusieurs évidemment, et donc on cumule les scores de ces 5 joueurs, et après un classement s'opère, soit on gagne une carte, soit ou de la crypto. C'est ça. Et donc là ils ont évidemment
le vent en poupe, et derrière ils font des levées de fonds avec des acteurs, notamment aux États-Unis, de plus en plus gros. Et ça va dans le bon sens, et aujourd'hui ils ont énormément de joueurs, hein. Ça se compte en dizaines de milliers de joueurs. Et je pense vraiment qu'à la Y rentrée... compris en Asie d'ailleurs, ils ont des ligues asiatiques. Mais l'avantage du football, c'est que c'est universel. Oui, voilà. Et donc ils ont signé des droits avec, c'est la G-League, donc La Japanese ligue League, coréenne j'ai aussi. vu, ouais. Et donc effectivement, en plus avec l'infrastructure blockchain, l'avantage c'est qu'on peut échanger les jetons, les revendre, et pourquoi pas après avoir des cas d'usage de plus en plus complexes, où on pourra utiliser le NFT en tant que collatéral pour emprunter de la crypto. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On a d'ailleurs vu tout à l'heure, excuse-moi de te couper, on a vu tout à l'heure que le Kylian Mbappé unique, la carte marron, valait pour le moment, au moment où on parle, 118 000 $ ou euros, je sais plus. Exactement. Alors c'est plutôt contre-intuitif, mais ça peut être potentiellement, c'est pas un conseil, mais un bon investissement, parce que Kylian Mbappé jeune va jouer encore largement plus de 10 années au football, sera performant si se tout blesse va bien. pas, évidemment, et donc il est plutôt productif, parce que plus on le fait jouer, plus il a de meilleurs Et scores, puis c'est une star surtout. plus on gagne des cartes, Ouais. et plus on gagne de crypto. En tout cas, il y a des investisseurs qui, avec une logique de plus en plus professionnelle, regardent les NFT d'un œil, on va dire, de plus en plus intéressé. Très clairement. Au niveau de la DeFi, finance décentralisée, j'imagine que vous êtes pas mal sur ces sujets-là aussi. Qu'est-ce que tu vois dans les prochaines années, toi, pour toi, si on vraiment met le scope uniquement sur la finance décentralisée, quelles sont pour toi, et tu n'as pas de boule de cristal bien sûr, Exactement. les choses que tu vois arriver en tout cas? Donc nous déjà on porte une conviction assez forte sur la finance décentralisée, parce qu'on voit une infrastructure financière qui apparaît, je veux dire, de nulle part, c'est un terme consacré, mais qui apparaît devant nos yeux et qui permet d'avoir des fonctions financières qui existent dans le monde réel, mais là avec une infrastructure qui permet d'aller plus rapidement, d'avoir des frais de transaction qui sont minorés, d'avoir une automaticité, et surtout d'avoir ce qu'on appelle la composabilité. C'est-à-dire qu'on peut combiner assez aisément deux applications financières. Là où aujourd'hui, quand on est en finance, on veut faire de l'assurance et faire du prêt, c'est deux choses quasiment différentes. D'accord. Et donc là, on est sur des fonctions. Je pense que les principaux protocoles qu'on a en tête aujourd'hui, Uniswap ou Aave, ça dépend comment on le prononce, vont toujours exister. Ils ont de l'avance, ils construisent plutôt bien. Il y a même des institutions financières qui sont en train, par exemple, d'expérimenter avec Aave. D'accord. Donc moi, je vois bien un monde où la finance décentralisée ne va pas remplacer la finance traditionnelle, mais Pour moi, elle ne la remplacera pas non ça plus. va s'hybrider. C'est ça. Et des acteurs traditionnels vont venir là-dedans, puisqu'il y a du rendement, comme on dit, et puis un avantage, c'est que si demain on commence à utiliser des stablecoins comme moyen de paiement, etc., une entreprise qui a dans son portefeuille du stablecoin, qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne va pas le laisser dormir bêtement, il va essayer de le le faire diversifier fructifier. et de le faire Ouais. un peu fructifier. C'est Donc assez là-dessus, on a une conviction assez forte. Et c'est ce qu'on présente sur notre stand Vivatech, avec une sorte de dashboard où on agrège les services de la finance décentralisée. Et ça nous permet de nous montrer aux banques françaises qu'on est sur quelque chose que le grand public pourra peut-être toucher du doigt dans quelques années. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'impact que pourrait avoir et que, à mon avis, vont avoir les GAFAM dans tout ça, puisque on commence à parler de plus en plus de Facebook avec son Diem, donc sa propre crypto-monnaie, qui sera probablement un stablecoin a priori. Apple commence à s'y intéresser, on commence à avoir des petites bribes d'informations. Sur l'aspect portefeuille et wallet. Voilà, comment tu vois les choses? Et même Amazon sur l'aspect marketplace. Exactement. Les GAFA en fait attaquent des secteurs tour à tour, et le dernier secteur, on va dire le dernier bastion, le dernier rempart qui va peut-être tomber, ça dépend aussi des régulateurs, c'est effectivement la monnaie. Exact. Donc Facebook a vraiment mis les deux pieds dans le plat, et là tout d'un coup toutes les grandes institutions et banques centrales se sont dit, bon, on est en train de rater quelque chose. Bah oui. C'est plus le sujet crypto nerds. C'est plus c'est plus les petits geeks. Exactement, on n'est plus dans chambre. son garage. Là, c'est vraiment ça change la donne. Mais peut-être qu'ils vont prendre du retard sur des acteurs aussi crypto-natifs. Alors Coinbase, qui peut être critiquable sur certains points, mais ils ont investi dans à peu près toutes les grosses applications de la finance décentralisée, C'est vrai. dans les différents médias. Aujourd'hui, ils sont cotés en bourse, C'est ça. au Nasdaq depuis peu. C'est la première on- grosse. On retrouve des acteurs entreprise crypto-natifs crypto, qui ont une voracité dans le secteur crypto. Et donc nous, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on porte, c'est qu'on dit en Europe, on manque un peu d'acteurs qui peuvent aller se battre et puis regarder et tutoyer Coinbase dans le blanc des yeux. Donc c'est pour ça que nous, on essaye de faire un peu de lobbying, à notre mesure évidemment, pour que les acteurs européens se réveillent et que les régulateurs et politiques européens aussi accompagnent le mouvement. Éviter d'être... Il n'y aurait rien de pire que d'avoir le gros acteur chinois avec son yuan numérique et les Américains, et de ne C'est pas ça, avoir et la nous, voie du milieu un peu voilà. centrale avec l'euro, et on va dire un respect de la confidentialité et de la vie privée qui est quand même un peu plus important. C'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis là-dessus. D'ailleurs,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, d'après toi, pour créer de nouveaux ledgers? On a une très belle boîte française, Ledger, bravo à eux, qui sont les leaders mondiaux maintenant de la sécurisation des crypto-monnaies sur clé, qu'on pourrait appeler clé USB. Exactement. Comment est-ce qu'on pourrait créer, d'après toi, un Binance.com, un Coinbase.com en France ou en Europe? Et comment? Alors Binance maintenant est en Europe à Malte. À mon avis, ça C'est va vrai, pas avec durer. Malte. Ça va pas durer, mais Oui, la Chine les rappelle. exactement. Non, Ledger, c'est évidemment un bon exemple de la compétence française. Hein. C'est sur vraiment des mathématiques, du hardware, du software, et donc c'est sympa. L'usine qu'ils ont fait à Vierzon, Incroyable. c'est des emplois. Beaucoup d'emplois dans un projet d'avenir, quoi. Exactement. Donc c'est toujours mieux d'avoir ça en France. Ils ont levé 380 millions de dollars avec une vision d'être le passeport des NFT, des cryptos, de tous les titres tokenisés. Je pense qu'il est plutôt une bonne vision de continuer à construire sur le B2B. Ce serait d'avoir une régulation au niveau européen qui facilite le fait de passer d'un pays à un autre. C'est pour ça qu'on espère beaucoup que le règlement MiCA qui est en discussion et qui devrait aboutir dans 12-18 mois sera plutôt positif pour l'écosystème. Permettre des stablecoins, que les banques puissent créer des stablecoins plus facilement, de permettre l'émergence de champions qui ne s'adresseront pas juste au marché français, mais au marché européen qui est quand même assez conséquent. Donc là, pour le coup, c'est un peu des volontés de notre part, et on espère que ça va se concrétiser. Bon, excellent. Je te propose de nous donner le mot de la fin. Voilà, si tous ceux qui nous écoutent sont des investisseurs ou des futurs investisseurs en crypto, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Pas un conseil financier, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur dirais? Et de ne pas avoir trop les yeux rivés sur les cours, et surtout de bien faire son travail de recherche, bien sûr, de lire des articles de fond, on en parle souvent. Et même d'aller tester soi-même. Quand on parle de Sorare, il n'y a pas forcément besoin de payer des cartes. Au début, vous avez des cartes qu'on appelle common. Familiarisez-vous avec ce qu'ils font. On peut tester le jeu gratuitement, effectivement. Exactement, c'est pareil. On peut utiliser Ethereum, même si vous ne voulez pas payer de l'Ether, en testnet. Il y a des il y a des services de la DeFi qui marchent en testnet. Testez différents wallets, faites-vous votre propre opinion, et je pense que là-dessus, si vous faites bien vos devoirs, vous aurez des convictions assez fortes. C'est clair. Merci beaucoup, Stanislas, c'était vraiment intéressant cette discussion. Merci Rémi. On se retrouve bientôt. Merci à vous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage, le commentaire, c'est important pour l'émission, vous le savez, hein, vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie, ça fait vraiment plaisir et tout ça nous aidera dans le référencement. Et on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.